Révolution, la vie de Léa, épisode 2. Ah oui, oui, bien sûr. Ma maman s'appelait Marcel. Mon papa, Maurice Hézard, né le 12 septembre 1888. Ma maman était née en 1890, le 1er novembre aussi. Elle était née comme Bernard. Ils avaient le même âge, pas le même... La même date de naissance, voilà, pas l'année. Oh, écoute, tu m'embrouilles là. Bonjour, je m'appelle Camille et je continue l'enregistrement de ma grand-mère Léa. Je vous recommande de commencer la série par le premier épisode puisque je monte de manière chronologique. Aujourd'hui, Léa reprend le fil de son histoire en commençant par ses vacances qu'elle a passées à Bu en 1930. À la fin de l'épisode, on fait ensemble un saut dans le temps puisqu'elle a souhaité me parler de la période la plus douloureuse et marquante de sa vie, la perte de son mari en 1961. Même si je monte les épisodes de manière chronologique, je trouvais important de laisser ce passage à cet endroit précis parce que je laisse pleine liberté à ma grand-mère de s'exprimer comme elle le souhaite, en l'orientant le moins possible dans les sujets qu'elle pourrait aborder. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode 2 et vous dis à jeudi prochain pour le nouvel épisode de Révolution. À très vite. La personne chez qui nous allions, Monsieur Seret, il était veuf, sa femme était décédée à la naissance de sa fille. Et il avait une fille qui s'appelait Geneviève, qui était un peu plus âgée que moi. Elle était née en 1921 et elle est devenue, au fil des années, une amie avec elle. Je n'avais pas des relations très suivies, mais on ne s'oubliait pas et toutes les fois qu'on s'est rencontrés après, on avait plaisir à être ensemble, c'est vrai. Les vacances de 1930, je reviens un petit peu en arrière, elles étaient pour moi très joyeuses parce que mon cousin Florentin Dodard, qui était mon cousin germain, qui avait 6 ans de plus que moi, venait aussi avec ses parents. Il logeait donc à Bu, puisque je vous ai dit que ce village s'appelait Bu, B-U, accent circonflexe, Eure-et-Loire, en pleine Beauce, avec ses parents. Il avait, en 1930, passé des vacances aussi donc à Bu. Ils étaient logés dans le village, un peu plus au centre, dans la rue principale. Et alors, je me souviens de toutes ces soirées aussi où tous nous allions chercher le lait chez la fermière à côté, pas très loin de la maison, en portant notre laitière. Et c'était la première fois que je voyais traire des vaches. Je me disais, comment ça se fait? Je voyais la fermière. Ça me paraissait presque merveilleux que le lait coulait comme ça. Et je voyais après la fermière boire ce lait qui sortait du puits de la vache. Je me disais, oh non, moi je voudrais pas. Je pensais que c'était pas très bon. Voilà. Et puis, elle avait une grande soupente. Et là, on pouvait jouer chez elle. Et un jour, justement, on avait eu l'idée de monter une pièce de théâtre. Alors, on l'avait bien nettoyée. Et puis, on avait demandé à la fermière qui s'appelait Madame Souillard, je me souviens, si on pouvait l'utiliser
pour monter une pièce de théâtre. Alors c'était mon cousin qui prenait la direction. Je me souviens plus de ce qu'on avait imaginé comme pièce de théâtre. C'était l'histoire d'une jeune fille qui voulait pas se marier, etc. Enfin bref, voilà. On avait donc appris par cœur, bien sûr, et puis invité tous ceux qui avaient bien voulu venir un soir pour jouer. Alors, comme on n'avait pas d'éclairage, on avait acheté je ne sais plus combien de bougies. Et puis, on avait joué cette pièce, voilà, avec des fous rires très fréquents. Donc, les gens, et bien sûr, ça les amusait beaucoup. Et voilà. Ça, c'était notre premier essai de théâtre. Vous voyez, c'était une chose importante qu'on avait fait pendant les vacances de 1930. Oui, alors que j'avais 8 ans. Les vacances de 31, par exemple, on n'a pas pu aller chez Monsieur Seuret parce qu'il s'était remarié. Il s'était remarié. Et c'est un mariage qui a mal tourné. Je pense qu'il a divorcé très vite parce que bon, sa femme ne pouvait pas tolérer sa fille. Il y avait des scènes épouvantables. Donc, il a divorcé très, très vite, Monsieur Seuret. Mais en 31, nous étions chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un du village qui s'appelait Madame Stemmes, je crois, oui, qui était un peu plus loin. Donc nous avions là passé des vacances avec tous les deux Bernard, simplement. Personne n'était venu d'autre. Et bien sûr, toujours, papa et maman venaient pendant le week-end, le samedi et le dimanche. Pour eux, c'était très court. Et nous restions à peu près tout le mois depuis la fin juillet jusqu'au mois de septembre. Les vacances de 33, j'en ai pas de souvenirs précis. Parce que maman avait une amie très proche qu'elle connaissait depuis son enfance, qui était marié avec un Alsacien, et ils habitaient Strasbourg. Et en 1934, ils nous ont invités pour passer une bonne partie des vacances avec eux en Alsace, dans le Bas-Rhin. Déjà en 1933, papa et maman nous ont emmenés en Normandie pendant une dizaine de jours, du côté du Havre. Et d'abord, nous sommes descendus à Rouen, qu'on a visité. Je me souviens de la Grande Horloge. Et puis, ce qui m'avait enchanté, c'est de prendre la Micheline aussi, qui allait de Rouen au Havre. C'était la première fois que je prenais un train qui allait vite, parce que les trains qu'on prenait pour aller à Bu, c'était vraiment une brouette. D'abord, on montait en 3e classe, c'était des banquettes en bois, et c'était un train omnibus qui mettait 2h30 pour faire je pense que c'était dans les 80 km, il mettait 2 heures, il s'arrêtait toutes les 10 minutes parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de car pour faire un trajet, à vrai dire, qui n'était pas très long, bien sûr. Et je me souviens du nom des gares. Alors, il y avait Tacoignères-Richebourg, Orgeus-Béoust, et puis voilà, des noms comme ça qui désignaient des petits villages qui n'avaient pas beaucoup d'importance, mais
Il y avait énormément de gens qui habitaient ces villages. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui faisaient des petits voyages. C'était des voyages, pour moi, qui étaient un petit peu... ouais. Voilà. Alors, la première fois que j'ai pris la Micheline pour aller de Rouen au Havre, pour moi, c'était comme maintenant quand on va à New York, je sais plus. Euh, J'étais émerveillée et j'aurais voulu y rester bien plus longtemps. Voilà, ça c'est ma première impression. Pour moi, c'était presque un grand voyage. Voilà. Et puis, au bout, au Havre, il y avait la mer et c'était la première fois que je voyais la mer aussi. Alors là aussi, et j'avais 33, j'avais 11 ans. Oui, 11 ans. Oui. C'est la première fois que je voyais la mer. Oui. Là, je peux pas dire. Je n'ai aucun souvenir précis du moment où on a eu un poste de radio. C'était quand même longtemps avant la guerre, bien sûr. Je pense à la fin de l'année 33, peut-être. Parce que en 34, j'entendais parler d'Hitler, de l'Allemagne. Le nom du président de la République, c'était avant. Je pense que c'est en 32 qu'on a eu la première fois Albert Lebrun. À ce moment-là, c'était le septennat. Et Albert Lebrun était encore là au moment de la déclaration de guerre, puisqu'ils sont partis avec Paul Reynaud, etc., dans le sud de la France. Donc, je pense que c'était Albert Lebrun. Le 6 février, c'était en 34, je crois, le 6 février, où il y a eu une mini-révolution avec des grèves importantes. Là, c'était la première fois. Il y avait des scandales. Il y a eu le scandale Stavisky. Je peux plus vous dire exactement. Je sais plus. Mais ça fait beaucoup de bruit. On en parlait d'abord dans les journaux. Point de vue politique, ça commençait à aller très mal parce qu'il y avait des changements de ministère tous les 4 matins. On entendait parler de ça, mais on ne se sentait pas concerné, les enfants. On est resté longtemps dans l'ignorance de tout ce qui se passait au point de vue politique. Si je peux ajouter quelque chose sur l'affaire Stavisky, là je viens de regarder ce que c'est sur Internet et je peux lire sur Wikipédia. L'affaire Stavisky est une crise politico-économique française survenue en janvier 1934, succédant au décès dans des circonstances mystérieuses de l'escroc Alexandre Stavisky. C'est ça. Dit le beau Sacha. Ce scandale symbolise la crise d'un régime instable soupçonné de corruption et contribue à la chute du deuxième gouvernement de Camille Chotan et au déclenchement des émeutes antiparlementaires du 6 février 1934. Voilà, exactement. Le 6 février, j'en ai un très précis souvenir parce que papa est rentré en nous disant qu'ils avaient jeté un député dans la Seine. Et ça m'avait frappé sur le pont. Je ne sais pas si c'était le pont Alexandre ou je ne sais plus. Enfin bref, papa est rentré en racontant tout ce qui s'était passé. C'était une véritable émeute. Justement, en 1934, je disais que nos vacances se sont passées dans les Vosges, oui, dans un joli chalet en pleine montagne. On avait devant nous un très beau panorama avec ces montagnes pleines de sapins. On était au-dessus d'une vallée du côté de Tannenkirch. Ça s'appelait Tannenkirch.
On était à quelques kilomètres du château du Haut-Königsbourg, qui était très bien conservé et qu'on pouvait visiter. Il y avait des visites organisées dans ce château qui avait été habité par le Kronprinz, comme on disait, allemand, pendant la guerre, avant la guerre de 1914, je pense, c'était ça, oui, je suis pas sûre. Bon, et on a passé là avec nos amis strasbourgeois qui s'appelaient Elmer. Et Monsieur Elmer travaillait, il était ingénieur chez Schneider, tout à fait conscient, et il nous le disait qu'on aurait la guerre un jour ou l'autre avec l'Allemagne. Parce que là, je me souviens de la radio qu'on écoutait justement pendant ces vacances. Et on avait parfois en diffusion les discours d'Hitler. Donc ça nous... quand on entendait ça, ça nous donnait une impression de... Il fallait prendre garde qu'un jour ou l'autre, on ne pouvait pas dire qu'on aurait la guerre, mais enfin aussi, ça nous donnait une impression terrible, enfin, une peur, je ne sais pas comment expliquer. Et ça m'avait marqué. Voilà, je peux pas dire, oui, j'étais vraiment impressionnée. Et comme en France, on n'avait pas l'air de s'en soucier. Papa était souvent en colère quand il disait qu'en politique, on faisait des erreurs. C'était le début des grands soucis de l'avant-guerre. Oui, c'était... Voilà. Je pense aussi que j'avais terminé mon année scolaire avec le certificat d'études. Et à cette époque-là, j'étais une très bonne écolière. J'avais eu le prix d'honneur. J'avais donc terminé le premier cycle de mes études primaires. Oui. De ce côté-là, tout allait bien. La rentrée scolaire, mes parents pensaient que le mieux, c'était de rentrer à l'école primaire supérieure Octave Gréard, rue du Général Foy, qui était tout près, justement, de la rue de Monceau, où j'avais été dans une école privée. Mais quand j'ai commencé à Octave Gréard, mes études qui m'ont totalement changé, parce que j'étais pas préparée du tout pour une scolarité que j'ai débutée avec un peu de mal. On avait des cours, bien sûr, dans une journée, on avait ou 4 ou 5 ou 6 cours différents. On changeait de classe, on se déplaçait, on avait plusieurs professeurs, alors que bien sûr, à l'école privée, on avait ce qui s'appelait une maîtresse. La dernière année, avant le certificat d'études, c'était la directrice qui faisait la classe pour, justement, la classe qui allait passer le certificat d'études. Elle faisait très bien travailler. Je me souviens des devoirs qu'on avait le samedi, parce qu'on allait à l'école le samedi matin, bien sûr, et on avait à ce moment-là un devoir de français, on avait 5 problèmes d'arithmétique, donc on avait beaucoup de travail, mais bien préparé, voilà. Alors qu'à Octave Gréard, il y a eu pour moi un grand changement. J'ai eu du mal dès le début à suivre, de préparer les cours très à l'avance, qui se répétaient bien sûr d'une semaine à l'autre. Il y avait des très bons professeurs
Celui que j'ai préféré, c'était mon prof de français, qui s'appelait Madame Delmas. Elle avait des cours très intéressants, très vivants. La première année, je me souviens on avait déjà commencé les auteurs du XVIIe, donc Molière, bien sûr, avec le malade imaginaire, déjà. Elle faisait jouer une partie d'un acte dans la classe. Ça, j'en ai un souvenir merveilleux de ce professeur, Madame Delbas, oui. Et puis, alors, ma bête noire, moi, c'était les maths. Les maths, la physique, la chimie, tout ça. Tout ça. Enfin, la physique, ça m'a très intéressée. Sauf quand il y avait des problèmes, j'y pigeais rien du tout. Et alors la chimie, je voyais, non, la chimie, ça, c'était, non. Et en maths, alors, c'était pire. Il y avait l'arithmétique, alors l'algèbre. On a commencé l'algèbre et la géométrie. Alors, les trucs les triangles dans l'espace, je voyais pas ce que c'était. Je me dis, je regarde l'espace, mais je vois pas les triangles. Ah, Et alors là, on avait en maths et en sciences Madame Marchand. Alors, Madame Marchand, c'était une Bretonne. Comme je comprenais presque rien, enfin presque rien, j'exagère, mais j'avais énormément de mal à suivre. Alors, quand on arrivait au cours et qu'elle disait « Prenez une petite feuille », alors la petite feuille, c'était une interro sur ce qu'elle avait expliqué le cours dernier. C'était une horreur. Alors là, je me disais, je sais pas ce que je vais mettre, Alors on était par table, j'avais une voisine avec laquelle qui est devenue une amie on s'est longtemps suivi. Elle s'appelait Janine Bray. Et elle était très bonne en sciences. Alors, de temps en temps, je risquais un œil sur sa feuille. Et je lui disais, explique-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu mets là? C'était affreux. Bon, alors l'année s'est passée comme ça. Alors la première année, c'était la 6e. Après, je suis passée en 5e. Alors en 5e, je crois que de catégorie A, je suis passée en B parce qu'on a vu que bon, les notes étaient déjà pas reluisantes. Les mêmes choses se sont passées en 35, c'est-à-dire que j'avais encore plus de mal à suivre parce que je n'avais pas compris la base de beaucoup de choses. Voilà. Il faut dire que je crois que, au point de vue pédagogique, il y a des choses qui ont beaucoup manqué. C'était bien pour les filles, celles qui comprenaient tout de suite, hein, mais pour toutes les autres, ça n'allait pas. Voilà. Voilà mes premiers souvenirs de l'école primaire supérieure, Octave Gréard. Oui, voilà. Pendant les vacances de 34, monsieur et madame Almer avaient aussi une fille qui était un peu plus âgée que moi, qui avait 6 mois de plus que moi, qui s'appelait Geneviève, qui est devenue aussi une amie. On ne se voyait pas souvent, mais on avait toujours un grand plaisir à se rencontrer. Nos mères étaient de grandes amies, puisqu'elles se connaissaient depuis leur enfance. La maman de Madame Elmer, elle avait perdu son mari aussi assez au début de leur mariage. Ils habitaient à Montreuil. Maman et Madame Elmer allaient à ce moment-là au patronage, qui s'appelait le patronage, le jeudi, parce que c'était le jeudi, le jour de congé la semaine, pendant leur enfance, bien sûr.
Elles allaient tous deux au patronage, où t'es catholique, hein, avec le catéchisme, et puis les jeux après, enfin voilà. Et là, elles se sont suivies pendant toute leur enfance. Elles avaient une grande affection pour l'une et l'autre, hein. Oui, elles se sont suivies toute la vie. Mon amie Geneviève, alors la fille de monsieur et madame Elmer, qui avait quitté Strasbourg depuis bien sûr la guerre, et qui habitait à ce moment-là, en 1961, à Lyon. Et c'est là qu'avec ma petite Odile, nous sommes allés, après le décès de Marcel, le papa d'Odile, qui nous avait recueillis. Je suis restée là avec Odile. Et c'est là qu'elle a marché pour la première fois à Lyon, chez mon amie Geneviève Elmer.